la princesse à dos de taureau à la communauté de destin, l'Europe, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Un passé, un présent et un avenir que nous allons explorer. Des réussites dont nous pouvons être fiers. L'Europe, c'est aussi l'éternel champ de bataille, la folie des grandeurs et des valeurs partagées. Tant de craintes, d'espoir et de questions. Notre Europe, quelle histoire! Le haut Moyen-Âge voit l'unité de l'Occident se briser. Les Arabes étendent leur empire islamique en Espagne. Pour autant, peut-on considérer que l'islam fait aussi partie de l'Europe? Si les Européens s'allient face à cet ennemi commun, chrétiens d'Orient et d'Occident ne vont cependant pas tarder à prendre des chemins séparés. Une chose peut lier tous les Européens, l'argent. Le profit devient le nouveau moteur. La fin de toutes les guerres de religion aurait-elle sonné? Réveillon de la Saint-Sylvestre 1999. Les capitales européennes fêtent dans l'allégresse le passage au nouveau millénaire. Mais quelques angoisses viennent troubler les festivités. Certains redoutent un bug informatique mondial, d'autres s'attendent même à la fin du monde. L'Europe est unie, tant dans la joie que dans la crainte. Mais attendez, le monde a déjà survécu à un autre passage de millénaire. En l'an 1000, l'Occident est tourmenté. Depuis 2 siècles, les Vikings plongent les Européens dans la peur et l'effroi au nord, tandis que les Arabes harcèlent la chrétienté au sud. Certains chrétiens voient dans ces fléaux qui s'abattent sur leur continent le signe annonciateur de l'Apocalypse. Le pape Sylvestre II aurait même prophétisé la fin des temps pour ce changement de millénaire. Dans la Bible, l'Apocalypse de Jean n'annonce-t-elle pas la fin du monde, 1000 ans après l'incarnation du Christ? La crainte qu'inspire le jugement dernier ressurgit au XVe siècle. Les artistes l'illustrent à grand renfort de détails horrifiques. Après sa mort, tout chrétien se retrouvera en effet confronté à cette inquiétante interrogation. Vais-je monter au ciel ou serai-je condamné à brûler en enfer? La crainte de la damnation éternelle régit la vie des Européens. Cependant, il existe bien des moyens d'y échapper, en partant en pèlerinage vers un lieu saint par exemple. Sur tout le continent, les chrétiens décident alors de prendre la route. Tous espèrent ainsi obtenir de Dieu la rémission de leurs péchés terrestres. Qu'ils soient moines ou nobles, pauvres ou riches, hommes ou femmes. Le pèlerinage est un peu l'ancêtre du tourisme de masse, mais sans hôtel 4 étoiles ni formule tout compris. C'est un voyage plein d'épreuves, dangereux et, pour beaucoup, sans retour. Le pèlerinage connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Croyants et non-croyants en congé sabbatique partent en quête de leur salut, et d'eux-mêmes. Le trajet est un but en soi, dit-on, comme en témoigne le pèlerinage le plus apprécié d'Europe, le chemin de Compostelle. Depuis le Moyen-Âge, ces nombreuses routes traversent l'Europe jusqu'à la pointe nord-ouest de l'Espagne et la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Na, so kann man es natürlich auch machen. Bei angeblich drohendem Weltuntergang sagt sich der fromme Christenmensch einfach, ich gehe mal auf Pilgerreise, lässt alles stehen und liegen
und verschwindet. Spitzenausrede, um mal ein Jahr Urlaub zu machen. Un an de vacances, comme tu vas. Mais attends, au Moyen-Âge, avant tout, c'était pour se purifier l'âme qu'on partait en pèlerinage. En plus, il y en a pas mal qui n'en revenaient pas. Ja, im Mittelalter. Aber ich wüsste gerne mal, wie viele von denen wirklich spirituell sind, die da im 21. Jahrhundert plötzlich wieder auf dem Jakobsweg rumtouren. Ich habe den Eindruck, viele kommen mit ihrem Yoga nicht weiter, ja? Und dann geht's eben auf Tour. Das klingt ehrlicher, wenn du mich fragst. Was wird das? Ich bin dann mal weg. Je vais en pèlerinage. Was? Jetzt? Adieu. Ja, adieu. Aber im spätestens im 13. Jahrhundert bist du wieder da, ja? Mach das doch hier nie alleine weiter. Les pèlerins du Moyen-Âge voyagent des mois, voire des années, avant d'éprouver enfin le sentiment exaltant d'avoir atteint leur but. Depuis cette époque, Saint-Jacques de Compostelle est, avec Rome et Jérusalem, l'un des plus importants sites de pèlerinage de la chrétienté d'Occident. Voir un jour le Botafumeiro, le célèbre encensoir géant, se balancer au milieu de la cathédrale, est un moment fort pour les pèlerins d'hier comme d'aujourd'hui. Dans la crypte, on vient vénérer le tombeau de Saint Jacques, l'un des 12 apôtres. Ces ossements auraient été retrouvés ici au IXe siècle. Pieuse légende ou coup de com'? Toujours est-il que cette découverte va conférer à ce lieu perdu aux confins de l'Europe une importance considérable. À l'époque, le nord de l'Espagne constitue un avant-poste de l'Europe chrétienne, le sud du pays étant occupé par les musulmans. L'islam apparaît en Arabie à la Mecque, où, selon la tradition, le prophète Mahomet fonde cette nouvelle religion au VIe siècle. Ses révélations sont compilées dans le Coran. Après sa mort, ses disciples diffusent l'islam dans toute la péninsule arabique. Ils vont conquérir par le fer et par le feu la Palestine, l'Égypte et l'Afrique du Nord, alors sous domination byzantine. Au 8e siècle, les Maures, les Berbères du nord de l'Afrique, commencent à avoir des vues sur l'Europe. Ils décident de traverser au détroit de Gibraltar. Durant l'été 711, une flotte nombreuse débarque des milliers de guerriers sur les côtes sud de l'Espagne. De là, les armées islamiques vont conquérir presque l'ensemble de la péninsule ibérique. Durant près de 8 siècles, les Arabes vont régner sur ce territoire, qu'ils nomment Al-Andalus. Si cette période incroyablement longue est marquée par de terribles guerres et par l'oppression, elle voit également des échanges pacifiques entre l'Orient et l'Occident, le croissant et la croix. Culture, sciences, philosophie et technique sont alors florissantes. L'héritage culturel d'Al-Andalus va se diffuser au-delà de ses frontières jusqu'au cœur du continent. La guitare n'est que l'un de ses nombreux apports de l'Orient. Cordoue éclipse toutes les villes d'Europe par sa splendeur, sa taille et le confort qu'elle procure à ses très nombreux habitants qui sont près d'un demi-million. On y trouve des hôpitaux, des bibliothèques, des bains, ainsi qu'un lieu de culte comptant parmi les plus vastes du monde de ce temps, la Grande Mosquée. C'est alors bien plus qu'une mosquée. Sous ses arcades, les érudits échangent leur savoir et les philosophes discutent de la manière islamique de comprendre les rapports entre foi et raison. Ce splendide monument, soutenu par une forêt de colonnes, est vu comme le symbole d'une époque de tolérance et d'entente entre les religions. Dans le califat de Cordoue, non seulement les chrétiens, mais aussi les juifs, sont autorisés à pratiquer librement leur foi, du moment qu'ils payent sagement l'impôt très élevé qui leur incombe et acceptent leur statut juridique d'infériorité. À cette époque vit ici la plus importante communauté juive du continent.
Au temps d'Al-Andalus, les notions de tolérance et de respect des droits de l'homme sont très éloignées des nôtres aujourd'hui. Mais ils étaient bien plus en avance dans ce domaine qu'on ne l'était dans tout le reste de l'Europe. L'islam considère que chrétiens et juifs appartiennent, selon l'expression coranique, aux gens du livre et sont à ce titre des dhimmi, des protégés. Les trois religions vénèrent un Dieu unique et toutes trois se réclament de révélations divines. Al-Andalus est un lieu qui voit cohabiter religion et culture, Orient et Occident. Juifs, chrétiens et musulmans mènent main dans la main un projet révolutionnaire. Les bibliothèques d'Al-Andalus renferment d'innombrables livres. Elles préservent notamment des centaines de textes de l'Antiquité qui, à l'aube du Moyen-Âge, ont été perdus en Europe. Des traités de médecine, de mathématiques et de philosophie traduits en arabe le seront bientôt en latin, ce qui permettra à l'Europe de redécouvrir nombre de trésors scientifiques de l'Antiquité. Cette large diffusion de la science, entre autres facteurs, contribuera plus tard à la Renaissance et aidera l'Europe à redécouvrir ses racines gréco-romaines. Une célèbre fresque du Vatican représente les grands inspirateurs de cette époque, et parmi eux, un philosophe arabe, Averroès. Les traducteurs d'Al-Andalus ont ainsi contribué au développement des sciences européennes. Mais le goût des Arabes pour la recherche ne se cantonne pas à de grandes envolées de l'esprit. Au IXe siècle, le savant universel Abbas ibn Firnas construit un dispositif pour voler. Sans craindre la mort, il se serait lancé dans le vide d'une colline aux abords de Cordoue. Le savant, qui se serait inspiré d'une hirondelle pour construire sa structure, aurait survolé Cordoue tel un oiseau sur près de 300 mètres. Pour la première fois de l'histoire, un homme vole. Toutefois, le système est encore loin d'être au point. Abbas ibn Firnas survit à la chute, comme par miracle. Les nombreuses inventions imaginées, copiées ou perfectionnées par les savants arabes se diffuseront en Occident par le biais de l'Espagne, notamment le papier, les instruments chirurgicaux ou encore des appareils de navigation tels l'astrolabe ou la boussole. Sans ces derniers instruments, qui sait si les découvreurs européens auraient été en mesure d'entreprendre leur grand voyage. Même les moulins à vent, les plus vieilles machines de l'humanité, ont été introduits en Europe par les Arabes. Sans oublier les révolutionnaires Noria. Ces grandes roues hydrauliques alimentent d'ingénieux systèmes d'irrigation grâce auxquels des terres arides se mutent en paysages luxuriants et d'opulents jeux d'eau, symboles de luxe et de richesse qui viennent égayer les sens. Dans les splendides jardins aux airs de paradis poussent des abricots, des dattes et des oranges dont le goût va réjouir le palais des Européens. Les huertas, ces plantations fruitières du sud de l'Espagne, ont également été héritées des Arabes, mais n'égalent pas, de loin, la beauté de leurs ancêtres. Après avoir repris le nord de l'Espagne au IXe siècle, les chrétiens relancent la Reconquista, ou reconquête, au XIe siècle. Petit à petit, les morts sont repoussés jusqu'en Andalousie. Mais il faudra attendre 1492 pour que tombe l'ultime bastion islamique, Grenade. Les deux camps voient dans leur combat une guerre sainte. Avec la victoire des souverains très chrétiens, c'en est fini de l'Espagne islamique. La croix finit par évincer le croissant. À leur tour, les chrétiens vont alors imposer à l'ancienne Al-Andalus leur foi et leur culture. Sur les ruines des mosquées sont bâties des églises, sauf à Cordoue où la Reconquista va prendre un tour inattendu. Au XVIe siècle, des dizaines de colonnes sont abattues afin d'ériger une église chrétienne, non à la place, mais en plein cœur de la grande mosquée. À l'époque, ce spectacle est loin de faire l'unanimité.
Vous avez construit quelque chose qui existe déjà ailleurs. Et ce faisant, vous avez détruit quelque chose d'unique au monde. La mosquée cathédrale est un monument qui symbolise à lui seul les conflits entre l'Europe et le monde islamique, ainsi que l'embarras des Européens de civilisation chrétienne face à cet héritage. Pour autant, la culture occidentale se résume-t-elle uniquement à son héritage chrétien ? Du point de vue historique, parler d'Europe chrétienne est hautement chargé en idéologie. Et il est donc très dangereux d'en parler de cette manière trop simpliste. D'importantes communautés musulmanes existaient dès le départ au sein de l'Occident chrétien, dès les 7e et 8e siècles en Espagne et en Sicile, et à partir du 14e dans les Balkans. D'autre part, une diaspora juive est depuis toujours présente en Europe. On ne peut donc pas parler d'un espace chrétien clos. À une certaine époque, idées et marchandises s'échangeaient à Gibraltar. Pourtant, de nos jours, ce point de l'Europe le plus proche de l'Afrique est devenu la frontière sud de la citadelle Europe. Les musulmans radicaux considèrent encore que l'Andalousie appartient à la maison de l'islam. La famille royale saoudienne a d'ailleurs financé à Gibraltar une mosquée qui ne passe pas inaperçue. Faut-il y voir une provocation ? L'Union européenne compterait environ 30 millions de musulmans, soit 6% de la population totale, la plupart issus de l'immigration. Les mosquées ont-elles leur place dans nos villes? L'islam fait-il partie de l'Europe? Des questions qui fâchent et qui divisent beaucoup d'Européens. Also, ich freue mich ja, wenn wir mit den Muslimen harmonisch zusammenleben. Aber ehrlich gesagt, mal abgesehen von Andalusien, was haben die Araber zu unserer europäischen Kultur beigetragen? Da gibt's nur Shisha, Schleier, Shawarma, nichts, worauf ich nicht verzichten könnte. T'es sûr? Zucker, sugar, sucre. Ça vient de l'arabe. Succar. Ah, na gut, aber ich kann meinen Kaffee auch ohne Café aussi, ça vient de l'arabe. Kawa. Moment, ich... T'as dit que tu pouvais t'en passer, tu t'en passes. Voilà. Bedienung, ein Orangensaft, bitte. Garçon, pas d'orange-saft pour la jeune fille non plus. Arabisch? Ni de limonade d'ailleurs. Das gibt's doch gar nicht. Si, tout comme guitare, chiffres, girafe, magazine, matelas, sofa, rabais, tarif. Gut, Schachmatt, ich hab's verstanden. Échec et maths aussi, c'est de l'arabe. Enfin bon, arabo-perse, mais... Ich brauche jetzt Alkohol. Nein, nicht Alkohol. Si, désolé. Kismet. Prost. Au XIe siècle débute une guerre de religion. Les Seldjoukides, des Turcs musulmans, envahissent l'Asie mineure et la Palestine et prennent Jérusalem aux Fatimides. Ils pillent le Saint-Sépulcre et empêchent les pèlerins d'entrer en Terre Sainte. Les chrétiens d'Orient exhortent leurs frères croyants à leur venir en aide. En 1095, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II appelle à une croisade contre les musulmans. Les lieux saints chrétiens de Jérusalem doivent être libérés du joug de ces villes infidèles. Ces événements creusent encore le fossé entre le christianisme et l'islam, renforçant la haine et la division des deux côtés. À tous ceux qui prendront les armes, le pape promet la rémission complète de leurs péchés. Ces Turcs détruisent les églises. Ils saccagent le royaume de Dieu. Aux quatre coins de l'Europe, des milliers de cavaliers répondent à son appel. Ce pèlerinage en armes constitue la plus importante expédition militaire du Moyen-Âge. L'ennemi commun rapproche pour la première fois les Européens qui vont se forger une identité collective. Seule une poignée de croisés survit aux épreuves de cette expédition et atteint après 4 longues années l'objectif tant espéré, Jérusalem. La conquête de la ville sainte se serait achevée dans un bain de sang selon les chroniqueurs de l'époque. À la violence des uns répond la violence des autres. Hier comme aujourd'hui, les guerres commises au nom de Dieu engendrent mort et destruction. Jérusalem illustre mieux qu'aucun autre lieu les racines communes de ce que l'on appelle communément les trois grandes religions monothéistes.
À côté du mur des lamentations juifs, se dresse en effet le lieu saint des musulmans, le dôme du rocher. Et non loin s'élève le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ selon les chrétiens. La ville sera plusieurs fois assiégée par les uns et les autres tout au long des 2 siècles que dureront les croisades. Et jusqu'à nos jours, le souvenir de cette période jette une ombre sur les relations entre chrétiens et musulmans. Le 11 septembre 2001, l'attentat terroriste de New York marque le début d'une guerre sainte des musulmans radicaux contre l'Occident. Les ennemis d'antan refont surface. À son tour, l'Europe est touchée par le terrorisme islamiste. La spirale de la haine ne s'arrête pas et fait toujours plus de victimes. L'Europe sort les drapeaux. Une nouvelle version de la communauté de destin ? Le souvenir des croisades a une nouvelle fois refait surface au XXe siècle, tant du côté des musulmans que des occidentaux. Tout le monde se souvient de George W. Bush évoquant une croisade pour justifier la guerre en Irak. C'était là un moyen de faire oublier la fluctuation des alliances et les justifications fallacieuses pour entrer en guerre, ainsi que la longue symbiose qui existait en Terre Sainte, tant sous domination chrétienne que musulmane. Lorsque la 4e croisade quitte Venise en 1202, les pèlerins armés sont peut-être moins animés par la ferveur religieuse que par une avidité et une soif de butin insatiables. La route qui mène à Jérusalem passe par le Bosphore. Et là, que voient-ils miroiter devant leurs yeux? Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, dont les palais et églises débordent de trésors. Les croisés font halte dans la métropole pour faire des emplettes, à leur manière. Depuis des siècles, les puissantes murailles ont résisté à tous les assaillants. Mais cette fois-ci, non. Les supposés combattants de la foi pillent les églises et les palais et tout se termine dans le sang. Ils arrachèrent les enfants à leurs mères et violèrent les jeunes femmes sans jamais craindre Dieu. Tels furent les crimes que commirent les armées occidentales contre le peuple élu du Christ. Les chevaliers commettent des atrocités contre leurs propres frères et sœurs de religion. Les croisades créent la division non seulement entre chrétiens et musulmans, mais au sein même de la chrétienté. Comment a-t-on bien pu en arriver là? La séparation entre chrétiens d'Orient et d'Occident était déjà consommée en 1054, lorsqu'une légation papale de Rome s'était rendue à Constantinople porter la bulle d'excommunication du patriarche. Des querelles dogmatiques opposaient depuis longtemps les 2 églises. L'ajout par les chrétiens d'Occident d'une phrase dans le credo de Nicée-Constantinople est un scandale pour les Grecs. Du point de vue liturgique, la messe y était aussi dite en grec et non en latin. On ergotait vraiment sur tout. Fallait-il utiliser du pain au levain ou des hosties pour communier? À croire que les princes de l'Église n'avaient rien de mieux à faire. Le patriarche de Constantinople et le pape de Rome finiront par s'excommunier mutuellement. La chrétienté se divise alors en 2 camps, les orthodoxes à l'est et les catholiques à l'ouest. C'est ce que l'on nommera plus tard le schisme d'Orient ou grand schisme. Les 2 confessions resteront ainsi brouillées près d'un millénaire. Au XXe siècle, des rapprochements s'opèrent lentement. En 1964, le pape Paul VI rencontre Athénagoras de Constantinople. En 2016, le pape François et le patriarche russe Cyril se rencontrent à Cuba en terrain plutôt neutre. Cette accolade constitue un pas vers la réconciliation qui fait renaître l'espoir. L'Occident a cependant quelque peu oublié que le butin de Constantinople est toujours en sa possession. Une grande partie du trésor s'est retrouvée à Venise, qui avait financé la croisade. Les précieux reliquaires et objets en or et en argent de la salle du trésor de la basilique Saint-Marc
constitue aujourd'hui une attraction touristique. Ce butin artistique provient toutefois de l'Empire byzantin. Wie frech! Diese Venezianer haben also einfach so Konstantinopel ausgeplündert, weil es unterwegs gerade zum Mitnahmepreis zu haben war. Ist doch unglaublich. Da sieht man das romantische Venedig doch gleich mit ganz anderen Augen. Oui, bon, en même temps, toutes ces histoires de pillage, c'était il y a plus de 800 ans. De nos jours, à Venise... Plündern sie nur noch Touristen aus. La cité lacustre est le grand profiteur de guerre des croisades. Après la conquête de Constantinople, elle se mue en une immense puissance commerciale de la Méditerranée. Les Vénitiens se souviennent encore, non sans fierté, de leur opulence et de la puissance illimitée qui était alors la leur. La liberté commerciale attire des marchands de toute l'Europe qui installent leurs négoces le long du Grand Canal. Venise devient une plaque tournante du commerce entre Orient et Occident. Les marchandises prisées d'Orient, comme la soie, les étoffes et l'argenterie, sont revendues en France, en Allemagne, en Angleterre et même en Russie. Les papilles des Européens découvrent les épices exotiques venues d'Asie que sont le poivre, la muscade, le clou de girofle ou la cannelle. Cette situation contribue à souder l'Europe. Tout le monde commerce avec tout le monde, et qu'importe les croyances et les cultures, l'important, c'est le profit. C'est le lien entre la densité de la population, l'activité économique et le commerce qui donne naissance au capitalisme. Les premières formes du capitalisme en Europe, c'est un capitalisme marchand, ou un capitalisme commerçant, avec des unions de marchands qui décident de mettre en commun leurs capitaux pour fonder une flotte. Grâce au commerce maritime, l'Occident commence à découvrir le monde. Pour les négociants italiens, aucune route n'est trop longue et aucun voyage trop dangereux s'il y a un bon profit à la clé. Pourtant, il suffit d'une tempête ou d'une attaque de pirates pour ruiner un investissement. Par voie terrestre, les commerçants transportent souvent leurs marchandises sur des centaines de kilomètres, mettant également en péril leur vie et leur chargement. Au XIIe siècle, afin de ne plus risquer de se faire détrousser, les marchands italiens inventent un nouveau moyen de paiement plus sûr. Chose qu'on nous promet d'ailleurs encore de nos jours. Leur idée est aussi simple qu'ingénieuse. Sur les marchés européens, une fois les transactions conclues, on n'échangera plus de la monnaie sonnante et trébuchante comme jusqu'alors, mais une lettre de paiement, améliorée ensuite en lettre de change, et sur laquelle le commerçant inscrit la somme convenue. Le bénéficiaire et lui seul peut échanger cette lettre contre des espèces, et ce, partout où l'on fait des affaires. Le paiement sans numéraire vient d'être inventé. Cette méthode révolutionne littéralement le commerce en Europe. En Italie, les banchieri, ou changeurs, exercent leur activité de manière on ne peut plus simple, en plein air, sur une table et un banc, banca en italien, à l'origine du mot banque. Si le changeur est à court d'argent, on brise le banc et c'est la banqueroute, bancarotta. Les premiers comptoirs ouvrent à Venise, puis dans d'autres villes d'Italie du Nord. Bientôt, les changeurs gèrent aussi les dépôts de leurs clients. Leur caisse étant toujours plus pleine, ils commencent également à accorder des prêts. Assortis d'intérêts, cela s'entend. L'argent devient ainsi lui-même une marchandise avec laquelle on peut commercer et que l'on peut faire fructifier. Il devient un capital. Les banquiers d'Italie du Nord préfigurent une nouvelle ère. Ce sont les premiers capitalistes. De nos jours, les banques ont une allure bien moins modeste. Au XIIIe siècle, les banquiers italiens fondent les premières institutions de crédit d'Europe et déclenchent une dynamique que plus rien n'arrêtera.
De nos jours encore, dans de nombreux pays, nombre de termes bancaires sont issus de mots italiens. Les chiffres font partie du quotidien des centres financiers. Mais s'ils nous apparaissent aujourd'hui comme une évidence, ils ne sont arrivés en Europe qu'au XIIe siècle. Plus précisément, à Pise, le fils d'un notaire de la ville, Leonardo Fibonacci, passe son enfance en Afrique du Nord où il se familiarise avec la numérotation indo-arabe. De retour dans son pays, il va non seulement faire découvrir à l'Europe le système décimal, mais également le chiffre 0. Jusqu'alors, les Européens comptaient à l'aide des chiffres romains, un système peu commode. Désormais, MMCCC, etc. devient 2387, ce qui facilite grandement la vie des banques. Florence devient le berceau du capitalisme. De puissantes familles de banquiers y vivent. Grâce aux capitaux qu'ils investissent, la ville va prendre son essor et devenir la perle de la Renaissance. Au début du XIVe siècle, les Bardi et les Peruzzi comptent parmi les familles de négociants les plus riches du monde, à tel point que même des rois empruntent chez eux afin de financer le train de vie de leur cour ou leur guerre. J'entends votre détresse. Les banquiers s'appuient sur leur position stratégique pour influencer la politique. A fortiori pour une somme de plus de 2000 florins. En guise d'intérêt, ils demandent à leurs débiteurs certains privilèges, comme un monopole sur le commerce ou l'autorisation de collecter les droits de douane et les impôts. Nous ne sommes pas des usuriers. Une manière à droite de contourner l'anathème religieux sur l'usure. Merci. Dénués de scrupules en affaires, les Florentins voient leurs profits atteindre des sommets inouïs, jusqu'au jour où ils finissent par tirer un peu trop sur la corde. Une histoire qui nous est familière. Le pape lui-même devient leur client. Les Bardi et les Peruzzi sont chargés de collecter l'impôt pour son compte. Ils reçoivent également l'ordre de transférer les dons récoltés en Angleterre, dans son palais d'Avignon. Bien entendu, les banquiers trouvent une fois encore un moyen de tirer profit de la situation. Plutôt que de transporter l'argent par sac entier vers le sud de la France, les Florentins donnent au pape un chèque et laissent l'argent travailler pour eux en Angleterre. C'est alors qu'entre en scène le roi d'Angleterre. Édouard III a en effet besoin d'une grosse somme d'argent pour financer sa guerre contre la France et se tourne vers les Italiens. Il lui en faut cependant toujours plus et il se retrouve dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Les établissements bancaires s'écroulent comme un château de cartes. C'est le premier krach bancaire de l'histoire. Et l'histoire se répète. Dernier krach en date au printemps 2008, où le cours de la bourse s'effondre dans le monde entier. En cause, la spéculation des banques sur des crédits immobiliers américains à haut risque. La bulle immobilière finit par éclater. Lehman Brothers fait faillite et entraîne d'autres banques dans son sillage. Les petits investisseurs restent sur le carreau. Les banques européennes, en revanche, seront sauvées. Quant aux Bardi et aux Peruzzi, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et fuient Florence. Ils sont cependant autorisés à y revenir après un certain temps en échange d'une somme d'argent dérisoire. C'est toujours la même histoire. Qu'est-ce qu'il disait déjà, Brecht? Qu'est-ce que le cambriolage d'une banque comparé à la fondation d'une banque? C'est quand même plus sûr de poser son argent sur la table d'un casino à Monte-Carlo. De toute façon, moi, je mise toujours sur pair. Ou impair. Das klingt nach einer sehr soliden Anlageform. Zumindest nicht risikoreicher als das, was die meisten Banken machen. Nur gelten die selbst dann noch als seriös, wenn sie gerade das globale Finanzsystem an die Wand gefahren haben. Ich sage nur Lehman Brothers. Ah, les frères Lehman. C'est peut-être là que réside tout le problème. Was? Dass es Brüder sind? So heißt doch nur das Finanzunternehmen. Que ce soit des hommes. En 2008, alors que l'Islande faisait face à la chute totale de son économie, une seule banque d'investissement a résisté à la crise. Elle était basée sur des économies durables et était dirigée par 2 femmes. Ah, von 2 Frauen, sagst du? Mhm. Bonjour. Guten Morgen. Qui est-il pour votre service? Was kann ich für Sie tun?
Mais quelle est la situation du reste du continent au Moyen-Âge? 80% des Européens vivent à la campagne. Depuis le passage du millénaire, la situation des paysans est au beau fixe grâce à un climat favorable. Eux aussi connaissent une petite révolution. Grâce à la charrue et à l'assolement triennal, leur récolte augmente. Les Européens n'ont plus à craindre la famine. La population double sur le continent. Elle triple même en France, en Allemagne et en Angleterre. Les paysans sont même en mesure de revendre une partie de leur production. Toutefois, ils doivent partager les fruits de leur labeur. 10% de leur récolte, souvent plutôt 7, reviennent à l'église. C'est la dîme. En outre, les seigneurs à qui appartiennent les terres prélèvent eux aussi leur part. Les Européens sont de plus en plus nombreux à partir tenter leur chance à la ville pour fuir l'oppression et l'asservissement. Vers 1200, environ 1 millier de nouvelles villes se constituent autour de places de marché, d'évêchés et de châteaux. Au XIVe siècle, on en compte déjà 3000 au cœur de l'Europe. Une révolution urbaine est en marche. Les enceintes des villes vont symboliser la frontière entre deux mondes. La campagne, à l'extérieur, synonyme d'oppression, et la cité, à l'intérieur, promesse de droits civiques et d'autodétermination. L'ère citadin rend libre. Cette explosion du développement urbain au cours du Haut Moyen-Âge va donner à l'Europe son visage si reconnaissable. Les imposantes cathédrales en constituent un élément emblématique. Un vent de renouveau souffle sur l'Europe. On aurait dit que le monde s'était ébroué pour se débarrasser de sa vieille couche de poussière. Une véritable compétition poussait chaque communauté chrétienne à posséder une église plus somptueuse que sa voisine. Et plus élevée. Tout autour de Paris jaillissent les premiers gratte-ciel du Moyen-Âge, tandis qu'apparaît un nouveau style, bientôt copié sur une large partie du continent, le gothique. Les villes européennes se muent en gigantesques chantiers. Les architectes médiévaux ont leurs édifices dans la tête. Il se fie donc à leur expérience pour les concrétiser, mais aussi aux connaissances mathématiques antiques ou à celles rapportées du Moyen-Orient par les croisés. Même l'arc en ogive serait importé d'Orient. Qui l'eût cru? Les chantiers, qui s'étendent souvent sur plusieurs siècles, sont une affaire européenne. Maîtres d'œuvre flamands et français, tailleurs de pierre lombards, charpentiers du sud de l'Allemagne, travaillent main dans la main. De la sorte, se bâtissent en parallèle les relations européennes. La maison Europe, pour ainsi dire. C'est bon. C'est parfait. Jusqu'alors, les donneurs d'ordre étaient les évêques et les souverains. Pourtant, à Lübeck, on érige la première grande église financée par de riches bourgeois, Sainte-Marie. Plus haut édifice en briques du monde, elle symbolise la puissance d'un nouveau groupe social qui joue un rôle de plus en plus influent en Europe, les marchands. Ils tirent leur puissance non pas d'une bonne naissance, ni même d'un ordre divin, mais de leur capital et de leur réseau étendu. Une révolution dans le monde médiéval. Au XIIIe siècle, en Europe du Nord, un groupement de villes et de marchands va se muer en véritable superpuissance, la Hanse. Lübeck est à la tête de cette association durant des siècles. La Hanse est un espace économique commun, une sorte d'union européenne médiévale. Mais loin de susciter une aversion désabusée, elle est en pleine effervescence et animée d'un vent de renouveau. S'affranchissant des frontières politiques, les marchands partagent des règles et des valeurs communes. Les Hanséatiques ne sont pas des bureaucrates. On les surnomme parfois homines duri, les hommes durs. Depuis les ports de la mer Baltique, ils conquièrent le nord-est de l'Europe à grand renfort de harengs, de bières et d'étoffes raffinées. Dans les grands centres urbains étrangers, notamment à Bruges,
ils établissent des comptoirs commerciaux faisant office de succursales où transborder les marchandises. Les opérations bancaires et de change ont lieu dans la maison de la famille Van der Beurzo, la première bourse du monde. La Hanse implante même des succursales loin au nord, comme à Bergen en Norvège. Là, on échange de la morue séchée, très prisée dans le sud de l'Europe, contre du sel et des céréales. Les marchands hanséatiques consignent toutes les transactions grâce à une comptabilité méticuleuse empruntée à l'Italie. Depuis Novgorod en Russie, ils conquièrent économiquement l'ensemble de la bordure nord-est de l'Europe. Ici, ce sont les fourrures qui entretiennent l'amitié européenne. Au XIVe siècle, ce réseau commercial pan-européen englobe plus de 200 villes situées dans 20 des États actuels. De Bruges, Bordeaux et Londres à l'ouest, jusqu'à Cologne, Nuremberg et Venise au sud, en passant par Novgorod, Riga et Tallinn à l'est. La Hanse serait-elle l'ancêtre de l'Union européenne ? Les anciennes villes hanséatiques de la Baltique, comme Tallinn en Estonie, se revendiquent aujourd'hui fièrement de ce passé qui les lie depuis des siècles à l'Occident. Après avoir proclamé leur indépendance de l'Union soviétique, les pays baltes ont intégré l'Union européenne en 2004, perpétuant ainsi en quelque sorte l'héritage de la Hanse. Comparer le groupement de la Hanse et l'Union européenne est tout à fait pertinent. L'exemple de l'Estonie le montre bien. Au carrefour entre Est et Ouest, le pays représente encore aujourd'hui une importante voie de transit pour les marchandises. Nous constituons actuellement la frontière orientale de l'Union européenne. Et à ce titre, nous jouons un rôle clé en Europe. L'économie unit l'Europe depuis des siècles et a permis de faire tomber de nombreuses barrières. Durant le haut Moyen-Âge, le commerce apporte un vent de fraîcheur dans les relations européennes et entraîne les Européens vers le Nouveau Monde. Ils y exporteront également le capitalisme et leur cupidité, avec les conséquences que l'on connaît. Bon, c'était tout de même pas si noir le Moyen-Âge. Des villes florissantes, un commerce en pleine expansion, de nouvelles découvertes, et puis les Européens qui se rendaient visite d'un bout à l'autre du continent. Un vrai âge d'or. Mal abgesehen von der Schändung von Byzanz und den Massakern an Muslimen im Heiligen Land. Bon, forcément, il y a des moments plus sombres que d'autres à chaque époque. Là où il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre. Nur, dass hier zuerst der Schatten kam und dann das Licht. Und der Schatten ist sehr, sehr dunkel. Das finstere Mittelalter, das kommt nämlich noch. Tschüss. Au revoir.